Chapitre 4. Susciter la jalousie. Peu de gens sont attirés par ceux que les autres évitent ou ignorent, mais on s'attroupe autour de ceux qui ont déjà éveillé l'intérêt. Ce que veut autrui, nous le voulons aussi. Pour attirer vos victimes et leur donner envie de vous avoir à elles, créez-vous une auréole de désirs inassouvis. Faites-vous convoiter, adulé par d'autres. On se battra pour mériter votre préférence, pour être celui ou celle qui vous arrache à la foule de vos admirateurs. Pavanez au milieu de tout un fan-club du sexe opposé. Faites des jaloux, avivez les rivalités entre favoris, vous n'en aurez que plus de valeur à leurs yeux. Que votre renommée vous précède. Si tant de personnes ont succombé à vos charmes, il y a certainement une raison. Faire des jaloux. Le philosophe prussien Paul Rée, âgé de 32 ans, qui vivait à Rome, se rendit un soir de 1882 chez une dame qui tenait salon pour les écrivains et les artistes. Il y remarqua une nouvelle venue, une Russe de 21 ans nommée Lou von Salomé. Elle passait des vacances dans la capitale italienne avec sa mère. Le philosophe se présenta, et ils se lancèrent dans une conversation qui dura une bonne partie de la nuit. Elle avait les mêmes idées que lui sur Dieu et sur la morale. Elle discutait avec emportement, tout en lui jetant des regards enjôleurs. Les jours suivants, tous deux firent ensemble de longues promenades. À la fois stupéfait par son intelligence et troublé par les émotions qu'elle suscitait en lui, Paul Rée ne la quittait plus. Soudain, elle lui fit une demande qui le sidéra. Elle le savait très lié au philosophe Friedrich Nietzsche, qui se trouvait lui aussi en Italie. Elle proposait qu'ils voyagent ensemble tous les trois, ou plutôt qu'ils s'installent ensemble sous le même toit, une sorte de ménage à trois philosophique. Paul Rée, féroce critique de la morale chrétienne, trouva l'idée charmante. Il écrivit à son ami et lui parla de Lou, insistant sur le fait qu'elle désirait ardemment le rencontrer. Au bout de quelques lettres, Nietzsche débarquait à Rome. Rée s'était fait l'avocat de cette singulière invitation pour faire plaisir à Lou et pour l'impressionner. Mais il voulait aussi savoir si Nietzsche partagerait son enthousiasme pour les idées de la jeune fille. Or, dès que Nietzsche fut arrivé, quelque chose de fort désagréable se produisit. Celui-ci, pourtant un solitaire invétéré, tomba manifestement amoureux de Lou. Foin des débats philosophiques à plusieurs voix. Nietzsche n'avait en tête que de se retrouver seul avec elle. Lorsque Rée les surprenait en grande conversation sans lui, il tremblait de jalousie. Plus question de ménage à trois philosophique. Lou était à lui. C'est lui qui l'avait découverte, et il n'entendait pas la partager, fût-ce avec son meilleur ami. Il lui fallait la voir seule à seule pour lui faire la cour et gagner son cœur. Madame von Salomé avait prévu de reconduire sa fille en Russie, mais la jeune fille déclara qu'elle souhaitait rester en Europe. Paul Rée proposa aux Salomé de les accompagner jusqu'en Allemagne. Il les présenterait à sa propre mère, laquelle s'occuperait de la jeune fille et lui servirait de chaperon, c'était promis. Rée savait bien que sa mère ne serait pas une duègne très stricte. Madame von Salomé accepta son offre. Mais pour se débarrasser de Nietzsche, c'était plus difficile. Il décida de se joindre à eux. À un moment du voyage, Nietzsche et Lou s'éloignèrent ensemble pour une promenade. Lorsqu'ils revinrent, Rée eut le sentiment qu'il y avait eu entre eux quelque chose de physique. Cela lui fit bouillir les sangs. Lou était en train de lui échapper. Finalement, le groupe se dispersa. La mère retourna en Russie et Nietzsche partit dans sa résidence d'été à Teutoburg, tandis que Lou restait chez Paul Rée. Elle n'y resta pas longtemps. Nietzsche l'invitait à lui rendre visite à Teutoburg sans chaperon, et elle accepta. Pendant son absence, Rée fut rongé par les doutes et la colère. Il la voulait plus que jamais, à n'importe quel prix. Quand enfin elle revint, il donna libre cours à sa fureur. Il se répandit en invectives contre Nietzsche, critiqua sa philosophie et mit en doute ses motivations vis-à-vis de la jeune fille.
Celle-ci le défendit. Paul Ray était au désespoir. Cette fois-ci, il l'avait perdu pour de bon. Mais quelques jours plus tard, nouvelle surprise. Elle avait décidé de vivre avec lui, et lui seul. Paul Ray avait enfin ce qu'il voulait, croyait-il. Le couple s'installa à Berlin dans un appartement de location. Malheureusement pour Ray, tout recommença. Ils avaient beau habiter ensemble, Lou avait des soupirants par dizaines. Elle devint la coqueluche des milieux intellectuels de Berlin, qui admiraient son indépendance d'esprit et son refus du compromis. Elle était le centre d'un cercle d'admirateurs qui l'appelaient son Excellence. De nouveau, Ray se retrouvait dans une situation de compétition extrême. Poussé au désespoir, il la quitta quelques années plus tard et finalement se donna la mort. En 1911, Sigmund Freud rencontra Lou, devenue Lou Andreas Salomé, lors d'une conférence en Allemagne. Elle déclara vouloir se consacrer au mouvement psychanalytique et Freud la trouva ensorcelante. Pourtant, comme tout le monde, il connaissait sa scandaleuse liaison avec Nietzsche, comme nous l'avons évoqué dans le chapitre Le Dandy. Lou n'était passé ni par la psychanalyse, ni par aucune psychothérapie. Pourtant, Freud l'accepta dans le cercle d'intimes à qui il donnait un enseignement privé. Peu après l'intégration de Lou au nombre de ses disciples, l'un des plus brillants étudiants de Freud, le docteur Victor Tausk, tomba amoureux d'elle. Il était de 16 ans son cadet. D'autre part, même si la relation de Freud avec la jeune femme était demeurée platonique, le psychanalyste l'adorait. Il perdait tout son allant lorsqu'elle manquait un cours et il la bombardait de billets doux et de fleurs. La liaison de Lou avec Tausk rendit le psychanalyste fou de jalousie. Des deux, c'était à qui réussirait à monopoliser l'attention de la jeune femme. Tausk avait été pour Freud comme un fils spirituel, et voilà que ce fils menaçait de voler à son père sa maîtresse platonique. De toute façon, Lou ne tarda pas à quitter Tausk. Son amitié avec Freud était plus forte que jamais. Elle devait durer jusqu'à la mort de Lou, en 1937. Interprétation. Les hommes ne se contentaient pas de tomber amoureux de Lou Andreas Salomé. Ils étaient possédés par le désir de se l'approprier, de l'arracher à leurs rivaux, de devenir les propriétaires triomphants de son corps et son esprit. Ils la voyaient rarement seule. Elle semblait toujours environnée d'une nuée d'admirateurs. Dès que Ray lui témoigna de l'intérêt, elle exprima le désir de rencontrer Nietzsche. Ray aussitôt voulut l'épouser pour l'avoir tout à lui, pourtant elle insista. Les lettres de Ray à Nietzsche, qui trahissaient le désir ardent qu'il avait de cette femme, allumèrent le même désir chez Nietzsche avant même qu'il ne l'ait vue. Chaque fois que l'un des deux était seul avec elle, l'autre n'était pas loin. La plupart des hommes qui la rencontrèrent ensuite étaient au courant de cette scandaleuse liaison. Cela ne faisait qu'accroître leur désir de la posséder, de rivaliser avec le souvenir qu'elle avait du grand homme. De la même façon, l'affection que Freud avait pour elle se mua en désir dès lors qu'il se trouva en concurrence avec Tausk. Lou était certes intelligente et belle, mais sa stratégie continuelle de triangulation la rendait encore plus intensément désirable. Et tandis que ses soupirants se la disputaient, c'est elle qui était souveraine, libre d'être désirée par tous, et soumise à aucun. La considération d'autrui entre presque toujours pour une part dans le désir que nous ressentons pour quelqu'un. Nous sommes attirés par ceux qui attirent les autres. Nous les voulons pour nous seuls. On a beau parer le désir d'affêterie sentimentale, il ne faut pas se voiler la face. Il relève pour beaucoup de la vanité et de l'avidité. Alors, au lieu de pleurnicher sur l'égoïsme des gens, tournez-le simplement à votre avantage. L'attrait que confère le désir des autres vous rendra plus désirable qu'un visage d'Apollon ou un corps de déesse. Le plus sûr moyen de créer cette illusion, c'est d'introduire un tiers dans la relation pour subtilement conduire votre cible à croire que sa rival, vous désire. Ce tiers n'a pas besoin d'être une personne.
Entretenez une cour d'admirateurs. Faites état de vos conquêtes précédentes. Bref, entourez-vous d'une aura de convoitise présente et passée. Votre victime fera n'importe quoi pour vous posséder en exclusivité, ce qui vous donnera tout pouvoir sur elle. Si vous ne vous érigez pas d'emblée en objet de désir, vous finirez esclave de ses caprices, et elle vous plantera là dès qu'elle cessera de s'intéresser à vous. Le désir qu'a le sujet pour l'objet n'est rien d'autre que le désir qu'il a du prestige prêté à celui qui possède l'objet, ou qui s'apprête à désirer en même temps que lui l'objet. René Girard. Les clés de la séduction. L'homme est un animal social, modelé par les goûts et désirs de ses congénères. Imaginez une foule, et dans cette foule, un homme seul. Nul ne lui parle depuis un long moment, nul ne lui tient compagnie. Pourquoi reste-t-il isolé? Pourquoi les autres l'évitent-ils? Est-ce parce qu'il se suffit à lui-même? Il faut bien qu'il y ait une raison. Tant que personne ne le prendra en pitié et ne liera conversation avec lui, il aura l'air d'un laissé-pour-compte indigne d'intérêt. Ailleurs dans la même foule, une femme discute avec animation au sein d'un cercle de gens qui rient de ses bons mots, et leur rire attire tout un public qui peu à peu s'agglutine. Un attroupement se forme. Lorsque cette femme se déplace, sa cour la suit. Là aussi, il doit bien y avoir une raison. Pourtant, dans un cas comme dans l'autre, peut-être n'y a-t-il aucune raison véritable. Le solitaire a peut-être beaucoup de charme. Vous vous en apercevriez en discutant avec lui. Mais il y a de grandes chances pour que vous ne le fassiez pas. L'attrait que l'on possède est une illusion sociale. Il ne tient ni à ce qu'on dit, ni à ce qu'on fait, ni à ce qu'on prétend être. Elle dépend du désir des autres. Pour transformer en désir l'intérêt que vous avez éveillé chez votre cible, il vous faut apparaître comme l'objet du désir des autres. Le désir est contagieux. On veut ce que veut autrui. Il suscite la compétition. On veut s'accaparer ce que l'autre possède. Un enfant cherche à monopoliser l'attention des parents au détriment de ses frères et sœurs. Cette émulation est inhérente au désir humain et persiste toute la vie. Faites en sorte qu'on se dispute votre attention et vos faveurs, et c'est cette aura qui vous rendra désirable. Que vos admirateurs soient des amis ou des soupirants, peu importe. Leur présence créera l'effet harem. Pauline Bonaparte ne paraissait dans les bals et soirées qu'environnée d'un essaim d'admirateurs patentés. Elle ne sortait jamais au bras d'un seul homme, mais en compagnie de 2 ou 3 cavaliers. Simples amis, connaissances occasionnelles ou parasites, ils lui servaient de faire-valoir. Andy Warhol s'entourait d'une cour d'originaux de tout poil qui tiraient un certain lustre de leur admission dans son cercle intime. À la fois centre de ce cercle et affichant son détachement, Warhol les amenait à se disputer son attention. En se refusant, il suscitait le désir qu'ils avaient de le posséder. Ce genre de tactique ne stimule pas seulement le caractère compétitif du désir, elle vise les plus grandes faiblesses humaines, la vanité, l'orgueil. Si l'on tolère qu'un autre ait davantage de talent ou d'argent que soi, le sentiment qu'un rival est plus désirable est insupportable. Le duc de Richelieu, fameux libertin du début du XVIIIe siècle, avait conquis une jeune femme assez pieuse, mais dont le mari, un rustre, était souvent absent. Il se mit en devoir de séduire sa voisine du dessus, une jeune veuve. Quand les 2 femmes s'aperçurent qu'ils passaient de l'une à l'autre dans le courant de la même nuit, elles exigèrent une explication. Le duc, qui connaissait les rouages de la vanité et du désir, ne se démonta pas. Sachant qu'elles allaient se disputer la préférence, il proposa un ménage à 3, et elles acceptèrent. La vanité nous fait faire des folies. Si vous voulez une femme, écrit Stendhal, courtisez sa sœur. Une réputation de séducteur invétéré est par exemple un atout efficace. Si les femmes étaient folles d'Errol Flynn, ce n'était ni pour sa beauté ni pour ses talents de comédien, mais parce qu'on le disait irrésistible.
Comme cette réputation le précédait, les femmes lui tombaient dans les bras sans qu'il ait à faire un geste. Ne croyez pas que les femmes aient peur d'un coureur notoire. C'est tout le contraire. Lorsque la vertueuse duchesse de Montpensier, la grande mademoiselle, se lia d'amitié avec Lauzun, une pensée la troubla aussitôt. Si un homme tel que lui ne voyait pas en elle une éventuelle maîtresse, c'est qu'elle n'en était pas digne. Qu'est-ce qu'elle avait donc de moins que les autres? Cette angoisse finit par la pousser dans ses bras. Figurer sur la liste des conquêtes d'un grand séducteur flatte la vanité et l'orgueil. Une femme est fière de s'afficher avec lui. Laissez entendre à votre victime que d'autres, beaucoup d'autres vous ont trouvé désirable, cela la rassurera. Qui a envie d'entrer dans une salle de restaurant déserte? Une variante de la stratégie du triangle est l'utilisation d'un faire-valoir. Accompagné d'un laidron, flanqué d'un raseur, vous semblerez posséder tous les charmes. Dans une soirée, présentez votre cible à l'invité le plus assommant, puis portez-vous à son secours, à son grand soulagement. Dans Le journal du séducteur, de Søren Kierkegaard, Johannes, qui a des vues sur une jeune ingénue, Cordelia, encourage son ami Edward, insupportablement timide et ennuyeux, à courtiser la jouvencelle. Au bout de quelques semaines d'assiduité, celle-ci se met désespérément à la recherche de quelqu'un qui l'en débarrasse, n'importe qui. Johannes n'a plus qu'à être ce soupirant providentiel. Point n'est besoin d'avoir recours à une manœuvre aussi compliquée. En société, les occasions de se mettre plus naturellement en valeur ne manquent pas. Une actrice anglaise du XVIIe siècle, Nell Gwyn, devint la favorite du roi Charles II grâce à son naturel franc et enjoué qui tranchait sur l'affectation compassée des prétentieuses qui peuplaient la cour. Lorsque Jiang Qing rencontra Mao en 1937, elle n'eut qu'à paraître pour que le grand timonier ait le coup de foudre. Toutes les femmes de ce camp retranché en pleine montagne du Yunnan s'habillaient comme des hommes et manquaient totalement de féminité. Tâchez de faire preuve des qualités dont manquent les autres, ou choisissez un groupe d'où vos qualités naturelles sont absentes, et vous brillerez. La tactique du faire-valoir a de vastes applications en politique, où la séduction est aussi la règle. Affichez les capacités dont vos rivaux sont privés. Le tsar Pierre II était arrogant et irresponsable. Sa femme, la grande Catherine, fit tout ce qu'elle put pour paraître modeste et fiable. Quand Lénine rentra en Russie en 1917, après que le tsar Nicolas II eut été déposé, il fit preuve d'esprit de décision et de discipline, qualité dont tous les chefs de parti de l'époque étaient privés. En 1980, la course à la présidence des États-Unis opposa l'indécision de Jimmy Carter à la clarté de vue de Ronald Reagan. Les contrastes ont beaucoup de force, car ils ne dépendent pas de ce que vous dites ou faites. Le public les déchiffre inconsciemment et en tire les conclusions voulues. Puisque le désir des autres accroît votre valeur, faites-vous désirer. Gardez vos distances. Soyez inaccessibles. Tout ce qui est rare est cher. Symbole. Le trophée. Ce qui vous fait convoiter le trophée, ce sont vos concurrents. Si par excès de gentillesse, on veut récompenser tous les participants, le trophée perd de sa valeur. Le trophée ne symbolise pas seulement la victoire d'un seul, mais la défaite de tous les autres. A contrario. Il n'existe pas de contre-exemple. Il est essentiel d'avoir l'air désirable aux yeux des autres.